Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jonathan et je travaille pour la compagnie 7e International. Je serai l'organisateur de cette session d'aujourd'hui. Et avant de débuter, j'aimerais prendre quelques instants pour en fait vous expliquer comment le webinaire va se dérouler. Donc, 7e International est très fier de présenter le webinaire d'aujourd'hui qui sera animé par Patricia Lapointe et qui, en fait, va vous expliquer un peu les différents outils agiles qui sont là, très utiles pour justement les projets de développement dans vos différents projets. Donc, pour ce webinaire, vous êtes invité, évidemment, comme toujours, à nous poser des questions. Donc, on veut vraiment avoir un dialogue avec vous. Et donc, durant la présentation, si vous avez des questions, écrivez-nous. Et à la fin de cette présentation-là, si le temps nous le permet, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Vous avez justement là, une professionnelle avec vous. Donc, vous avez l'opportunité de poser vos questions et d'avoir justement des réponses durant l'heure là, qui est attitrée là, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat ou le bouton de discussion en bas de votre fenêtre Zoom. Et également, j'aimerais vous rappeler que le webinaire sera enregistré et par la suite disponible sur notre site Web. Et parlant de site Web, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas 7e International, j'aimerais prendre quelques minutes seulement pour vous expliquer qui nous sommes. En fait, nous sommes une entreprise qui offre des formations dans différents pôles d'expertise, que ce soit la gestion de projet, la passation des marchés, le management et organisation, la gouvernance publique ou le développement durable. Et on offre également des webinaires. Et sur notre site Web, si vous allez sur le www.7e.com, vous avez en fait accès à la page principale qui est celle-ci. Et si vous cliquez sur le bouton Formation, vous allez avoir accès alors à toute la liste de nos webinaires qu'on a donnés durant les dernières années. Il faut savoir que tous ces webinaires-là sont disponibles gratuitement sur notre site Web et portent sur plusieurs thèmes différents. Donc, on a des webinaires en gestion de projet, on a des webinaires en passation des marchés, on a des webinaires en management et organisation. Donc, on a environ une trentaine de webinaires gratuits disponibles là, pour vous. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site Web et à vérifier justement là, tous les webinaires et les thèmes qui pourraient là, vous intéresser. Mais ce thème, ce n'est pas seulement des webinaires, comme je l'expliquais, on offre également des formations. Et donc, sur notre site Web, si vous cliquez sur l'onglet Formation et ensuite Trouver un séminaire, vous allez pouvoir voir sur cette page-ci, en fait, tous les webinaires, toutes les formations que nous offrons et cela divisé dans les différents pôles. Donc, on offre également des accréditations professionnelles qui sont en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, qui s'appelle l'UQAM. Donc, on a vraiment plusieurs accréditations qui sont disponibles. Vous pouvez y avoir accès sur notre site Web, incluant tous les différents pôles que j'avais décrits précédemment. Et par la suite, lorsque vous avez, par exemple, choisi un des pôles, vous avez la possibilité de voir dans quel centre nous les offrons. On a plusieurs centres à travers le monde, que ce soit à Montréal, à Marrakech, à Istanbul, à Dakar, à Dubaï. Donc, vous pouvez alors vérifier quels sont les centres où nous offrons ces différentes formations-là. Et si une formation vous intéresse, mais la date ou le lieu ne correspond pas à ce que vous désiriez, on offre également des formations sur mesure. Et donc, vous pouvez prendre contact avec nous pour qu'on puisse monter une formation pour votre équipe, pour vous, afin que vous puissiez là, participer à une de nos formations, que ce soit dans vos locaux, dans vos pays. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet, si vous avez besoin là, de plus d'informations sur les services que nous offrons. Et pour terminer, justement, sur notre site Web, vous avez la possibilité de nous contacter. Donc, vous pouvez remplir un formulaire qui va nous être envoyé directement et vous pouvez également nous poser des questions en nous écrivant à l'adresse 7e@7e.com et notre service à la clientèle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, le site Web est vraiment là, très utile si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, si le contenu d'un des webinaires vous intéresse, si une formation vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse là, vous aider à y participer. Et donc, sur ce, je vais maintenant laisser la parole à Mme Patricia Lapointe, qui va être l'animatrice d'aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps là, de m'écouter. Je laisse maintenant la parole à Patricia. Merci tout le monde. Bon webinaire. Merci beaucoup, Jonathan. Bonjour et bonsoir à tous.
Mon nom est Patricia Lapointe, je suis canadienne et je suis présentement basée en Malaisie, près de Singapour, pour ce webinaire. Vous allez me donner une seconde, je vais pouvoir partager mon écran pour vous présenter la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, premièrement, de vous avoir joint à ce webinaire, une courte formation d'environ 45 minutes, 1 heure, pour vous partager un peu comment faire face aux incertitudes quand on fait la gestion des projets en développement. On va partager comment on peut explorer dans notre gestion quotidienne des outils de gestion de projets agiles qu'on peut mettre en place pour faire face aux incertitudes. Alors, on sait que dans notre gestion traditionnelle de projet, on utilise la technique habituellement appelée gestion de projet en cascade, c'est-à-dire c'est une gestion de projet qui est basée beaucoup sur une planification à long terme, où on va mettre beaucoup d'emphase sur la planification et l'analyse du problème en tout début de projet. Alors, quand on fait la gestion de projet en cascade, on veut avoir une planification où dans un premier temps, on va faire dans le démarrage ou dans le design du projet une analyse de la situation, du problème avec lequel on va faire face. Est-ce qu'il y a une opportunité qui nous permet d'investir? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la circulation, au niveau de l'accès à l'eau, à l'accès à un quartier, un territoire? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut débuter un projet. Et quand on fait de la planification en cascade, on veut tout d'abord pouvoir maîtriser et connaître dès le départ quelle est la situation dans laquelle on est et qu'est-ce qu'on tente de résoudre. Quel est l'objectif, quel est le but de notre projet? Alors, pour faire ça, on va faire plusieurs analyses, c'est-à-dire l'analyse de l'environnement, l'analyse de nos parties prenantes. On sait que une des causes les plus importantes d'échec des projets, c'est une mauvaise gestion de nos parties prenantes, c'est-à-dire une mauvaise interprétation de leurs intérêts ou de leur pouvoir face à notre projet. Et comme on sait, souvent, les gens peuvent changer d'avis. Hein, les humains peuvent être appuyés aujourd'hui et demain un peu être contre le projet. Parfois, ce n'est pas personnel, mais ça peut être par des forces, peuvent être influencés, que ce soit par les médias ou par des groupes d'influenceurs. Les parties prenantes sont souvent celles qui peuvent bloquer des projets, autant pour, au niveau de l'autorisation, autant pour des décisions. Quand on fait l'analyse de projet, il faut également penser et prendre en compte toute la notion de risque. Et on sait maintenant que le changement est tellement rapide. Alors, gestion de risque, on parle souvent d'évaluer quelle est la probabilité qu'un risque va avoir lieu. Est-ce que c'est une probabilité élevée, moyenne ou faible? Et même si la probabilité est élevée, quelle sera l'impact de ce risque sur votre projet? Est-ce que ça va affecter le coût? Est-ce que ça va affecter vos livrables? Alors, on est toujours dans une introduction de la planification traditionnelle. La planification traditionnelle qu'on utilise dans la gestion de nos projets de développement, qui sont souvent financés par la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale ou même la Banque islamique de développement. Ils vont généralement utiliser cette structure qui nous permet de bien planifier en avance et en amont nos projets. Un outil principal de la planification en cascade, c'est souvent ce qu'on appelle le cadre logique et qui est maintenant appelé le cadre des résultats par la Banque mondiale. On va voir qu'on le trouve dans nos documents de travail. On a souvent une version résumée de notre cadre logique ou notre cadre de résultats qui nous définit quel est le financement qu'on a eu dans ce document de travail, souvent appelé le document de projet ou le document d'évaluation du projet, aussi connu sous le nom en anglais de Project Appraisal Document, qui nous permet d'avoir finalement dans ce document quel est le but de notre projet, quel est le montant, si c'est un prêt, si on est en un accord de crédit, si on a un don, etc. Ce document va détailler la durée du prêt, quels sont les objectifs,
quels sont les objectifs et qui sont les parties prenantes intégrées. Et on va également avoir notre plan généralement de passation des marchés. On est toujours en plan cascade. Ça veut dire que souvent un projet va avoir une période de planification importante parce qu'on a plusieurs outils ou plusieurs analyses à mettre en place pour pouvoir exécuter le projet. Je rappelle que le cadre logique, pour ceux qui sont moins familiers avec le cadre logique est un outil très utile, il est très connu dans le milieu du domaine du développement international. Finalement, le cadre logique nous permet de voir dans une page, hein, parfois c'est pas possiblement une page, on le voit parfois 2 ou 3, mais c'est une vue d'ensemble du projet. Pourquoi on fait le projet, comment, quoi qu'on va faire, pour qui, avec qui. Ça va vraiment nous donner tous les détails. Et souvent, c'est un outil de communication extraordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez parler à vos bénéficiaires et dire, voici le projet qu'on souhaite mettre en place. On veut améliorer la qualité de l'éducation primaire dans le nord du Sénégal. Comment on va le faire? On va fermer les enseignants. Comment on va le faire? On va aussi offrir peut-être un ordinateur par étudiant pour se familiariser à les techniques d'outils numériques. Alors, un projet qui décrit vraiment à qui et comment on va faire le projet. On parle aussi des conditions critiques, c'est-à-dire des choses qui sont hors de notre contrôle, mais nécessaires pour atteindre le projet. Ils vont également être mis ou inscrits au sein de notre cadre logique. Une fois qu'on a déterminé quel sera notre projet, on peut découper une enquête ou une entrevue auprès de plusieurs gestionnaires de projet, plus de 1000 gestionnaires de projet. On avait demandé quel est l'outil le plus utile en gestion de projet et les gestionnaires de projet avaient nommé la structure de découpage de projet qui peut être fait manuellement, mais qui a aussi également plusieurs logiciels qui peuvent nous aider, en particulier WBS Schedule Pro. Je précise qu'on n'a aucune affiliation Septième International avec aucun logiciel que je vais parler aujourd'hui. Alors, ce sont juste pour des références. Vous pouvez évidemment trouver open source des techniques ou des outils en ligne qui peuvent nous permettre de le faire. Mais qu'est-ce qu'une structure de découpage de projet? C'est de prendre notre projet d'ensemble et de le découper en tâches beaucoup plus petites qui sont faciles à réaliser. C'est ce qu'on appelle souvent des lots de travail qui vont pouvoir être permis d'évaluer les coûts, les ressources matérielles, la durée et vous pouvez également le déléguer. Hein, on délègue un lot de travail, par exemple, ça peut être à des consultants externes, des architectes, des superviseurs, ça peut être toute une sorte, tout dépendant de la nature de votre projet. Alors déjà, quand on parle de la gestion de projet traditionnelle en cascade, on parle d'une gestion de projet qui peut prendre parfois 1 an et demi, même plus. Hein, j'ai déjà vu plusieurs, 2-3 ans avant qu'un projet soit autorisé par la Banque mondiale, également signé par le gouvernement, avec le document de projet accepté par le gouvernement et les banques multilatérales pour réaliser un projet. Ça nous garde en compte que tout projet, que ce soit, on va voir, que ce soit en technique agile ou en projet traditionnel de type en cascade, il y a toujours les 10 domaines de connaissances du PMI qui vont être intégrés dans notre plan de projet, c'est-à-dire identifier quel est le contenu, ça veut dire quels sont les livrables qu'on va vouloir réaliser au cours du projet, mais également quels sont les risques, quelle est la qualité projet qu'on veut faire, que ce soit dans les matériaux, que ce soit qualité intellectuelle, dans la qualité, il faut la définir parce qu'elle a souvent un coût. On va identifier nos parties prenantes, on va les analyser, on va penser à créer un plan de communication pour mieux communiquer nos parties prenantes tout au long du projet et on va devoir également gérer les changements. Quand on fait un projet
de type en cascade, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à la planification et on a un plan de projet qui est signé, entériné par plusieurs décideurs, que ce soit la Banque multilatérale, le gouvernement, le ministère des Finances, mais aussi qui doit avoir été généralement partagé avec nos bénéficiaires pour qu'ils soient au courant de ce qu'on souhaite mettre en place. Des éléments clés qui vont nous aider pour notre planification qu'on dit un peu plus opérationnelle, c'est-à-dire il va falloir savoir la durée, c'est-à-dire gérer les délais, l'approvisionnement qui fait référence tout à notre processus de passation des marchés. Est-ce qu'on doit faire des achats de biens et de services pour pouvoir réaliser notre projet et gérer également tout le côté humain, c'est-à-dire les ressources humaines. On sait que c'est un élément très, très important pour la réalisation de nos projets, c'est d'avoir des équipes qui performent, qui savent bien travailler ensemble et qui peuvent mettre les efforts nécessaires pour réaliser le projet. Ça va nous permettre d'avoir un plan avec les coûts et la durée, c'est-à-dire la date de début et de fin de notre projet. Dans la gestion de projet traditionnelle, on parle de 5 phases de projet, c'est-à-dire démarrage, où on va identifier le projet et où on va également le sélectionner. C'est au démarrage qu'on décide. Pardon, je vais prendre une petite... C'est au démarrage qu'on choisit le projet. Il faut s'imaginer que les banques multilatérales avec le gouvernement ont peut-être une liste d'une trentaine, 40 projets qui pourraient être faits, par exemple, dans le domaine de l'environnement, changement climatique. On pourrait avoir une douzaine de projets en santé. Alors, au démarrage, non seulement on fait l'analyse de la situation, mais on fait également l'analyse des priorités gouvernementales et on doit choisir où on va investir. Je vous ai donné beaucoup d'exemples d'outils de gestion, de planification pour le projet, mais une partie importante, vous pouvez voir également que 20 à 25 du temps dans la planification traditionnelle est mise à planifier notre projet. Alors, je rappelle, au démarrage, on sélectionne le projet. À la planification, on a le plan. On a un plan qui est accepté par plusieurs parties prenantes, par nos décideurs. Et à l'exécution, c'est là qu'on va mettre en place tous nos livrables. Ça veut dire qu'on va exécuter nos tâches, nos actions pour pouvoir atteindre les objectifs et réaliser le nombre de livrables souhaités. À la fin, on va avoir la clôture des comptes, c'est-à-dire le compte désigné, rapport de bilan de projet, quelles sont les leçons apprises. Mais on a également, vous allez voir, une phase qui entrecoupe ceci, c'est-à-dire la phase de suivi-évaluation. Et ça, c'est un exemple, par exemple, du cycle de vie de la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, c'est très, très similaire. C'est que au démarrage, on identifie le projet avec notre fiche descriptive du projet et à la phase de préparation, on va faire tous les documents qui vont être faits soit par la banque ou soit par le gouvernement, tout dépendant de la nature du document. On va avoir des rapports d'évaluation environnementale, rapports d'évaluation pour les populations locales ou autochtones, plan d'action environnementale, plan de passation de marché. Et finalement, on va avoir ce qu'on appelle notre document d'évaluation du projet, aussi connu sous le PAN. Et c'est avec le PAN qu'on va négocier la durée et le financement du projet. Et une fois qu'on a ce PAN, ce document en main, on va pouvoir exécuter le projet. Souvent, les gens me disent, mais le PAN, est-ce que c'est quelque chose que notre gestionnaire devrait cacher? Vous devriez savoir que les PAN, ce sont des documents qui sont publics et qui sont accessibles, par exemple, sur le site de la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Vous pouvez retrouver ces documents. Alors, si vous travaillez dans un projet et vous n'avez pas accès à votre document de PAN, allez faire une petite recherche sur le site de la Banque mondiale et vous devriez l'obtenir. Dans la phase d'exécution, ça va nous permettre de voir tout ce qui est faire le suivi
de nos livrables, est-ce qu'on est dans les temps, est-ce qu'on est dans les budgets et finalement, rapport de fin d'exécution pour faire un bilan de ce qui a été atteint au cours de cycle de vie de notre projet. Alors, je vous donne beaucoup d'informations déjà sur la gestion de projets traditionnels de nos projets de développement, parce qu'on est peut-être dans un groupe où on a différents niveaux de connaissance de la gestion de projets traditionnels. C'est important d'avoir cette base-là parce qu'aujourd'hui, on va aborder comment intégrer ou explorer une gestion qu'on dit hybride. Ça veut dire que souvent, dans notre gestion de projet de développement, il est exigé par les partenaires d'avoir des outils de gestion de projet en cascade. Mais maintenant, avec toutes les incertitudes auxquelles on fait face, il serait bien d'utiliser une approche hybride et d'intégrer des outils de gestion de projet agile qui peuvent vous aider à mieux gérer vos projets sur le terrain. Alors, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je fais juste un petit bilan de qu'est-ce que la gestion traditionnelle en cascade. Alors ça, je vous rappelle, c'est le document, le fameux PAN, le document d'évaluation de projet, qui nous permet d'avoir généralement au tout début une analyse de la situation économique, financière, technique, institutionnelle, sociale, environnementale et participative de l'enjeu, du contexte. Ça nous décrit la situation et ça nous dit l'objectif qu'on souhaite atteindre. Souvent, si prenez bien le temps de lire votre PAN, parfois on réalise trop tard qu'on avait comme objectif, par exemple, d'augmenter le pourcentage de jeunes filles au niveau primaire et où il fallait faire des campagnes de sensibilisation, mais que finalement, il n'y a pas de financement associé à cette composante. Alors, il est important de l'utiliser. Et souvent, moi, ce que je recommande, c'est aux équipes que vous soyez au début ou ça fait déjà quelques mois et vous n'avez pas pris connaissance de ce document, prenez le temps de le connaître et de refaire vous-même, utiliser, faire peut-être une retraite ou d'aller prendre une retraite puisque vous pouvez prendre l'équipe de gestion de projet à l'extérieur de la capitale pour quelques jours et vous refaites vous-même à titre d'équipe interne de projet de préparer votre plan de mise en œuvre de projet où vous allez pouvoir réévaluer tous les documents et tout ce qui est entendu de votre équipe. Et ça, c'est souvent quand on a la possibilité d'avoir du temps pour planifier et bien exécuter les choses. Mais, et ça, c'est des exemples d'éléments qui sont toujours utiles, que ce soit notre plan de Gantt, notre structure de découpage de projet, l'analyse des parties prenantes, etc. Voici un exemple d'un outil qui est un logiciel également vous pouvez utiliser soit en open source, open project, ou vous pouvez également, peut-être vous êtes déjà familier avec Microsoft Project qui vous permet de créer des Gantt. Un Gantt, c'est finalement une planification du haut vers le bas sur le temps et sur les coûts. Identifier quelle sera la durée de chaque tâche de votre projet. Par contre, on le sait, depuis 2-3 ans, il y a énormément d'événements qui affectent notre gestion de projet traditionnelle. C'est-à-dire, on a eu dans plusieurs pays de la pandémie COVID à différents niveaux. Il y a eu changement climatique. Hein, on a vu que l'Australie a eu des feux de forêt. Beaucoup de pays, par contre, comme par exemple, en Malaisie, où je suis basée en ce moment, on a souvent des inondations d'eau. On a également, par exemple, au Sri Lanka, en ce moment, qui a de l'instabilité politique et on voyait une image où que les gens attendent pendant des heures pour avoir accès à toutes les notions de base, c'est-à-dire accès à du riz, accès à du pétrole pour l'essence, accès à de l'eau. Alors, il y a énormément d'incertitudes qui se passent dans notre gestion de projet et que parfois nous devons apprendre à gérer différemment. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir ou d'explorer avec nous comment on peut faire une approche, c'est-à-dire un peu plus
hybride, c'est-à-dire d'injecter ou d'intégrer à des moments clés des techniques de type agile qui peuvent vous aider à répondre à ces incertitudes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation comme la COVID, où ce qu'on ne peut pas se rendre au travail, où ce qu'on essaie de minimiser le contact avec les gens? Quels sont les outils que les projets gérés de type agile ont, qu'on peut utiliser dans notre gestion traditionnelle? OK? Et c'est le but de notre séminaire aujourd'hui. Alors, quand on vit des incertitudes, dans un premier temps, il faut comprendre la raison, les causes. Et souvent, c'est que c'est très changeant. Mais je vous présente 3 outils de gestion de projet qui peuvent vous aider à, vous et votre équipe, à analyser la situation d'incertitude avec laquelle vous faites face. Par exemple, la technique PESTEL, qui est une technique très connue, mais qui nous permet de regarder au niveau politique. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État? Est-ce qu'il y a eu un changement de gouvernement rapide qui a créé des conflits? Et là, d'énumérer rapidement quelle est la cause au niveau politique. Mais ça pourrait être également, on voit de plus en plus, par exemple au Canada, au Québec, il y a eu des ouragans dans les derniers jours. Hein? Alors, le changement climatique, l'environnement peut être un facteur externe. Hein? Quand on parle de l'outil PESTEL, ce sont des outils, des éléments externes. Hein? L'incertitude peuvent être internes, mais peuvent également être majoritairement externes à votre projet. Alors, on sait par exemple sécheresse, inondation, ouragan, tsunami. Ce sont tous des éléments qui peuvent se passer dans une situation de changement climatique ou, par exemple, on pourra se retrouver dans une situation de sécheresse où les gens, notre production agricole est vraiment réduite et ça a des conséquences financières. On peut regarder au niveau sociologique. Est-ce qu'on est dans une situation, par exemple en Malaisie, où c'est majoritairement malais et qu'il y a une petite communauté, qui n'est pas si petite, mais à 30 de communauté chinoise avec 10 de communauté indienne? Est-ce qu'on est dans une structure où ce que, justement, cette structure démographique en Malaisie peut créer des conflits? Il faut tenir une stabilité de ces 3 grandes communautés qui doivent cohabiter. Il faut savoir, par exemple, qu'en Malaisie, similairement comme à Singapour, souvent, on reconnaît que c'est les Chinois qui ont 30 de population qui ont souvent le pouvoir économique et les Malais qui sont en grande majorité ont le pouvoir politique. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a toujours des potentiels conflits qui peuvent surgir dans ce genre de situation. Alors, soyez conscient de la situation démographique dans laquelle vous vivez ou est-ce qu'il y a des groupes religieux, etc., qui pourraient créer de l'instabilité avec certaines croyances, etc. Au niveau technologique, on a vu des grands changements et on continue d'en voir, c'est-à-dire tout ce changement technologique tel que on parle maintenant d'aller vers le 5G, on parle d'hologrammes, on parle de métaverse. On voit énormément de changements technologiques. On sait que la pandémie nous a permis, en fait, d'embarquer dans cette transformation digitale ou numérique beaucoup plus rapidement. Maintenant, il est très normal de travailler à partir de son cellulaire, d'être en téléphone, en appel sur Zoom, Teams ou toute autre plateforme qui peut vous aider. Alors, les changements technologiques peuvent être une raison de la situation de votre projet. Au niveau économique, on sait, on est dans une période qui est difficile économiquement. Beaucoup de pays vivent de l'inflation et non de l'inflammation. L'inflation économique, c'est-à-dire tous les prix de base pour les denrées, accès à l'eau augmente et qui fait en sorte qu'ils peuvent créer des conflits ou même des guerres locales quand les gens sont en manque de ça. Et ça pourrait être au niveau même légal, reconnaissance de réfugiés, ça pourrait être au niveau des projets de loi, etc. Alors, PESTEL est un excellent outil pour vous et votre équipe de prendre quelques minutes et de faire un brainstorming ou un remue-ménage pour évaluer ensemble quels sont les éléments, les facteurs
externes qui peuvent affecter votre projet ou qui, en fait, évaluer quelles sont ces incertitudes avec lesquelles vous êtes face. Plusieurs d'entre vous vont être familiers également avec le SWOT analysis, aussi connu en français sur le FFOM, qui veut dire force, faiblesse, opportunité, menace, qui nous permet d'avoir finalement une vue d'ensemble de notre organisation ou département. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, mais quelles sont les menaces pour notre ministère, pour notre département, pour notre compagnie privée, etc. C'est un autre outil qui peut vous permettre de rapidement savoir quelles sont les incertitudes ou les menaces ou les opportunités qui s'offrent à vous. Finalement, l'arbre à problème et l'arbre à solution sont des outils de cause à effet qui nous permettent d'analyser les causes à la base, à la racine, pour pouvoir corriger ce problème et devenir en soi une solution. Vous me dites, OK, mais Madame Patricia, vous nous parlez de la gestion de projet en cascade. Comment gérer des incertitudes? Alors, on peut toujours utiliser rapidement pour analyser nos outils tels que Pestle et SWOT, mais comment on va intégrer les outils de gestion agile? Alors, qu'est-ce que la technique agile? Alors, la technique agile a été introduite à la fin des années 90. C'était une technique de gestion de projet qui a un groupe de 10 ou 12 ingénieurs informatiques qui se sont réunis et qui ont créé ce qu'on appelle un manifesto de la gestion de projet agile. Il y a environ 12 principes. Et en soi, les 12 principes, c'est que la gestion traditionnelle dont je viens de vous partager, de vous faire un rappel qu'on utilise dans notre gestion de projet de développement de projet, une technique de projet de planification en cascade. Ça veut dire qu'on a un grand objectif, on crée des sous-livrables, etc. Les ingénieurs pour les projets informatiques, pour la création de logiciels, création de blogs, création d'applications, on utilise maintenant sur notre outil des e-wallets, on utilise des transports comme des taxis, Uber ou autres compagnies. Alors, toute cette création de logiciels ou même d'applications sur notre téléphone utilise souvent ce qu'on appelle la technique de gestion de projet agile. Et c'est une technique qui a été mise en place parce qu'on mise à faire un focus sur l'expérimentation. On ne veut pas attendre qu'on a le plan parfait pour réaliser que finalement notre plan ne répond pas aux besoins de la clientèle. Alors souvent, la technique agile a une approche beaucoup plus rapide de mettre en place une version, ce qu'on parle souvent dans le domaine informatique, bêta, c'est-à-dire un premier prototype de notre application, de notre logiciel, et on laisse nos consommateurs ou nos clients l'utiliser et nous donner de la rétroaction, du feedback. Alors, ça nous permet d'expérimenter, ne pas d'attendre d'avoir un produit fini pour réaliser que finalement, ça ne répond pas aux besoins de notre clientèle. Alors, la technique agile a quand même, en tant que philosophie, une approche complètement différente, c'est-à-dire on parle d'une technique qui va parler de sprint, c'est-à-dire une planification sur 1 à 4 semaines et non sur une planification de 2 à 3 ans, ou même on voit des fois des projets avec phase 1, 3 ans, deuxième phase, un autre 3 ans, mais vraiment de planifier sur très courte durée, d'avoir des livrables très rapidement réalisés, ou s'il y a des livrables qui ne se font pas, c'est que d'identifier quels sont les blocages ou les causes de ce problème. Un élément de la technique gestion agile, c'est ce qu'on appelle en anglais le huddle meeting. Hein? C'est comme pour les équipes de football, les équipes de sport de très haut niveau, c'est-à-dire de se réunir comme un huddle, hein? Rencontrer l'équipe pour pouvoir se faire une mise à jour. Et dans l'approche agile, on parle d'une réunion quotidienne de 30 minutes et non d'attendre une seule fois semaine de se rencontrer pour 2-3 heures où chaque gestionnaire technique, passation des marchés, légal,
l'agent de suivi évaluation se donne une grande réunion une seule fois par semaine. Non. Dans l'approche agile, l'idée, c'est d'avoir une réunion rapide. Hein. On appelle même, on encourage les gens à avoir une réunion qui dit d'être debout. Non seulement c'est une réunion qui ne doit pas prendre du temps, mais d'encourager les gens de ne pas être assis à leur table ou à une table de réunion, mais d'être debout pour présenter le bilan. Alors, si on fait une réunion quotidienne tous les jours, entre 20 à 30 minutes, c'est juste de faire un tour de table ou un tour de cercle si on est debout, pour rapidement chaque membre de cette équipe qui nous dise où sont rendus et surtout quelles sont les difficultés à laquelle ils font face. Ça nous permet dans cette technique agile de réagir très rapidement. Vous pouvez imaginer que quand on est en situation de crise, je pense au Sri Lanka en ce moment, qui n'a pas accès aux besoins de base, si vous êtes dans une compagnie ou dans un projet, il va être beaucoup plus facile si on se dit tous les jours un petit peu quelle est la situation que d'attendre après une semaine ou deux pour faire un bilan de l'avancement du projet. Et ça, c'est très important. C'est un élément. Alors, on parle tout d'abord de la planification sprint et je vais y revenir. On parle de réunions quotidiennes environ 20 à 30 minutes avec votre équipe qui peut être faite de façon debout ou assise virtuellement. Et finalement, on a des tableaux de suivi. Hein, on a la technique soit Scrum ou Kanban qui nous permettent d'être un très bon visuel pour savoir les tâches qu'on doit réaliser pendant notre période de sprint, dans notre période de 1 à 4 semaines. Je dis 1 à 4 semaines parce qu'on sait d'une organisation à une autre, l'adaptation adapter la technique agile. On va peut-être choisir de planifier sur 2 semaines. Pour certaines organisations, on va dire 2 semaines, c'est beaucoup trop court. On va leur faire une planification sur 4 semaines. Mais quand on vit de l'incertitude, il est toujours préférable justement d'utiliser des techniques agiles sur une planification rapide à plus court terme et de vraiment s'adapter aux besoins auxquels on fait face. Alors, voici un exemple du cycle de vie de la planification d'un sprint. Hein, on parle, et ça, c'est vraiment le cycle de vie de la gestion agile. Vous voyez comment c'est déjà différent face à la planification traditionnelle, mais ça veut dire que, et là, on a encore un peu de termes technologiques, c'est-à-dire Product Owner, Scrum Master, etc. Mais l'idée, c'est de savoir quels sont les défis dans la réalisation du logiciel. Ce que moi, je vous propose, c'est pas juste d'utiliser ça pour le logiciel, c'est de l'utiliser quand vous faites face à des incertitudes. Vous pouvez garder votre grand plan qui est pour 1 an, 1 an et demi ou 2 ans, mais d'intégrer des petits outils agiles dans votre gestion. Alors, si vous êtes dans une situation où vous faites beaucoup d'incertitudes par rapport à des éléments changeants autour de vous, vous pourriez planifier avec votre équipe ce qu'on appelle un sprint de 2 à 4 semaines. Dans ce sprint, vous allez identifier les tâches que chaque membre de l'équipe va devoir réaliser et on va vouloir le mettre dans un tableau pour voir si notre Scrum ou notre Kanban nous permettent de voir l'avancée des tâches dans le projet et qui a fait quoi. Ça va être vraiment un outil qui nous permet de présenter quelque chose qui est transparent, qui est un excellent outil de communication et qui nous responsabilise face à nos tâches. Qu'est-ce qu'un Scrum Master? Un Scrum Master, c'est souvent une personne dans l'équipe qui est la personne responsable de gérer le processus de la réunion quotidienne, s'assurer que le tableau de suivi que je vais vous montrer dans un instant de Scrum est mis à jour, que les tâches ont bien été bougées, c'est-à-dire d'une fois à planifier, ils ont été exécutées, s'assurer qu'il y a un bon mouvement, de compléter le projet qu'on veut atteindre. Hein. Ce n'est pas seulement de se dire on va se rencontrer tous les jours, mais est-ce qu'on est capable de réussir à compléter des livrables beaucoup plus rapidement en intégrant cette technique dans notre gestion traditionnelle? Alors, voici un exemple du tableau Le Kanban. Alors, on va avoir une liste de tâches et souvent, moi, j'encourage les participants à dire, écoutez,
pouvez même les tâches les associer à un individu dans votre équipe. Je pourrais avoir, par exemple, Aïcha, elle, toutes ces tâches qui sont associées à elle vont être bleues. Je pourrais avoir Jean-Jacques, qui a toutes les tâches qui sont orange. Et là, on identifie la liste des tâches à faire pour le prochain 2 semaines de sprint. Hein, ça peut être encore, je répète, c'est selon vous. Tous les outils qu'on propose, ce sont des recommandations, mais vous devez vous les approprier. C'est-à-dire que vous pouvez changer. Si vous préférez que votre tableau Kanban ait 1 mois au lieu de 2 semaines, c'est possible. C'est à vous de trouver la meilleure façon de gérer ces outils. Ce que vous allez voir, c'est que ça nous permet d'identifier ce qui est à faire, ce qui est commencé, qu'est-ce qui est, par exemple, à tester et qu'est-ce qui est terminé. Alors, 4 grands bénéfices dans cette technique de gestion agile, c'est-à-dire de la transparence. J'ai vu des équipes de projet qui ont transformé cet outil en, vous allez voir, je vais vous parler des virtuels qui existent, c'est-à-dire qu'il existe des applications comme Trello qui vous permet de faire un genre de bilan sur où sont les tâches. Hein? On va avoir des fiches virtuelles. Mais il est également possible à ce que vous retournez, vous n'avez jamais quitté votre bureau, c'est d'avoir un grand tableau blanc et d'avoir des post-it. La technique aussi traditionnelle, sans que ça soit virtuel, peut être utilisée, mais c'est l'idée que toute l'équipe voit quelle personne travaille. Hein? On pourrait dire, OK, ben Jean-Jacques, il y a 5 tâches, il a commencé en une, tâche numéro 1, il est en cours de finaliser ou il a terminé. Alors, ça nous donne un peu une visibilité sur quoi chaque membre de notre équipe travaille et aussi où on est rendu dans le processus. Est-ce qu'on est encore en train de le faire? On n'a pas complété. Alors, on peut avoir cette visibilité. Ça responsabilise également les gens. Hein? Ça veut dire que si on n'agit pas, ben, votre nom est sur le tableau. Alors, s'il y a des tâches qui ne bougent pas pendant plusieurs mois, je peux m'assurer que votre gestionnaire immédiat va reconnaître qu'il y a un problème ou il va vous demander c'est quoi le souci. Mais ça permet également d'identifier est-ce que, par exemple, il y a un nombre de tâches ou une tâche en particulier qui ne bouge pas de notre cabane ou de notre qui devrait avoir une intervention. Qui pourrait être une intervention qui pourrait être de votre superviseur immédiat, ça pourrait être plus haut au ministère, ça pourrait être plus haut, ça peut être votre gestionnaire de projet. Et ça, c'est important parce que l'idée, c'est d'être rapide dans notre gestion de projet et de débloquer toutes les difficultés qui pourraient avoir lieu au cours de notre projet. Alors, on parle d'intégrer des techniques agiles dans notre gestion traditionnelle. J'ai présenté à l'instant qu'est-ce que le huddle. On a parlé des sprints, qui est finalement une planification sur 2 à 4 semaines. Et là, on parle d'un exemple du tableau de Kanban. Alors, juste pour faire un petit retour, quand on parle de la réunion journalière, c'est important que ce soit tous les jours. Ça peut être tous les matins, ça peut être tous les après-midi, mais c'est une réunion très courte. Non pour savoir comment vous êtes des bons gestionnaires, mais vraiment dire, OK, c'est comment on découpe avec notre structure de découpage, comment on découpe nos composantes pour que tout le monde dans l'équipe contribue au livrable qui va être mis en place. On peut parler d'identifier les obstacles, mise à jour du Kanban ou du Scrum, tout dépendant de l'avancement de chaque membre de l'équipe. Et on partage la mise à jour du tableau. J'ai vu des équipes qui disent, nous, on ne le cache pas derrière un ordinateur. On a notre grand tableau blanc où on s'assit et les gens communiquent les tâches sur lesquelles ils travaillent ou qu'ils aimeraient travailler. Il y a des logiciels tels que Trello qui fait également la tâche. Je répète, nous sommes affiliés à aucune plateforme de projet ou aucune plateforme telle que WSchedule Pro ou MS Project. Nous connaissons, on les partage dans nos formations, on vous forme comment les utiliser,
mais ça reste que ça doit être un choix d'équipe sur le meilleur outil à utiliser. Alors, toujours garder en tête que quand on fait un tableau de type Kanban ou de Scrum, c'est d'avoir 3 au moins minimum catégories, c'est-à-dire ce qui doit être fait, qui est en cours d'être fait et finalement, qu'est-ce qui est terminé et qui nous permet également de dire, OK, voici la liste de choses qui ont toutes été réalisées au cours de la semaine. Évidemment, si vous êtes dans une équipe un peu plus grande, vous pouvez vous partager le travail à effectuer. Là, c'est juste des exemples de la version web de Trello. Et vous voyez que chaque carré, finalement, serait une tâche. Et vous pouvez les bouger dans les différentes catégories quand elles sont réalisées. Alors, quelles sont les différences entre Agile et l'approche traditionnelle? La structure organisationnelle dans l'approche projet traditionnel, c'est vraiment très linéaire, très hiérarchique, tandis qu'une approche agile, c'est vraiment d'être beaucoup plus proche des jeunes, d'avoir vraiment une notion interactive. Et on voit que beaucoup de compagnies ont commencé à intégrer non seulement la méthode agile dans leur projet, mais également dans leur gestion de leur ministère, de leur division, etc. L'ampleur du projet, généralement, on va dire que la gestion de projet traditionnelle prend beaucoup de temps. Alors, c'est souvent pour des projets très complexes. Et au niveau agile, on va dire moyen à petit. Prérequis, tout ce qu'on a mentionné au départ, c'est que quand on est dans une gestion de projet en cascade, il faut avoir des buts bien précis de ce qu'on veut faire. Tandis que l'approche agile va s'adapter à le but a changé, l'objectif a changé parce qu'on a eu de la nouvelle information. Alors, ça reste beaucoup plus dynamique. Modèle, on a vu le cycle de vie normal, traditionnel, et on a vu le modèle qui est par 2 semaines avec le sprint. Les préférences, il y a des gens qui vont pouvoir, l'approche traditionnelle vont dire, c'est plus proactif. On essaie de se mettre dans les chaussures du gestionnaire, et on essaie d'être proactif, anticiper arriver. Et dans l'approche agile, c'est on expérimente et on adapte quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Alors, je voulais finaliser avant qu'on passe à la période de questions, c'est de savoir que quand on fait face aux incertitudes, on vous propose d'intégrer les outils agiles. Je vous rappelle de faire une planification sprint de 1 à 4 semaines. 2, d'utiliser le huddle meeting, c'est-à-dire une réunion de tous chaque jour pour 30 minutes. Et vous allez voir qu'à la fin, plus vous faites ça pendant tous les jours, c'est comme une bonne habitude. On n'a pas besoin de la faire à chaque fois pour 30 minutes. Le lendemain, si on fait juste une petite mise à jour, ça peut être fait très rapidement en 10-15 minutes. Et finalement, c'est d'avoir un tableau qui nous dit les tâches à faire, les tâches qui sont en train d'être faites et celles qui sont complétées. 3 outils qu'on vous propose d'intégrer dans la gestion de projet traditionnelle. Vous voyez que maintenant, avec la pandémie, il y a eu toute une panoplie d'outils, que ce soit pour communiquer avec les gens. Aujourd'hui, on utilise avec vous Zoom, mais il y en a d'autres qui vont utiliser Teams, Skype, Google Meet. En termes de partage des documents, on parle souvent de Dropbox ou de Google Drive. Au niveau de la gestion de projet, je vous ai parlé un peu de Trello. C'est un outil très simple à utiliser, je vous le conseille, c'est d'aller voir comment le faire. Vous pouvez extraire des exemples, puis commencer à créer votre propre tableau Kanban sur Trello. Il y a toute une série de logiciels également pour les outils collaboratifs, c'est-à-dire on veut participer. Alors, on peut utiliser Miro, on peut utiliser Jamboard, qui vous permet d'avoir comme un tableau blanc où ce qu'on peut communiquer un à l'autre. Et finalement, il y a les outils, par exemple, de gestion du temps, tels qu'avec Zapier et le TimeCam, nous permet de savoir le temps que ça prend pour faire certaines activités. Et toute notre série de logiciels.
pense que c'est tout. C'était rapide. On vous encourage fortement à vous inscrire aux formations plus longue durée, où ce qu'on va mettre non seulement vous donner plus en détail les informations qu'on vient de vous partager, mais aussi c'est une opportunité de faire une mise en application, c'est-à-dire comment on fait un cabane, comment on est formé en scrub, comment on fait la réunion debout. Ce sont tous des façons, des techniques qu'on peut vous donner et qui vous permettent de bien gérer en intégrant des outils agiles à la gestion de projet traditionnelle. Il reste 5 minutes, Jonathan. Merci beaucoup, Patricia. Très intéressant. Franchement, un très, très bon webinaire. J'espère que tout le monde l'a bien apprécié également. J'ai reçu là, quelques questions, donc j'aimerais te faire part avant de terminer aujourd'hui. Et en fait, une des questions qui était revenue là, plusieurs fois et plusieurs personnes m'ont posé cette question-là, c'est en fait, parmi les outils que tu as présentés, lequel, selon toi, met l'accent le plus sur la rapidité de réaction dans une équipe? Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient, parmi les outils que tu avais présentés, lequel qui met l'accent sur la rapidité de réaction euh, pour un projet? C'est une excellente question. Moi, je vais vous dire, je vous recommanderais, le premier outil, c'est de faire de la planification sprint. Souvent, le défi, ce qui arrive, c'est qu'on a notre plan de projet qui est pour 1 an et demi, 2 ans, mais finalement, on a quelque chose de nouveau, une incertitude. On dit, OK, à l'équipe, on se rend compte, on va planifier maintenant ce qu'on doit réaliser, pas pour 4 mois, pas pour 8 mois, mais bien pour les 2 prochaines semaines. Et ça, ce que ça fait, en fait, c'est aligner avec notre structure de découpage, c'est qu'on essaie de mettre des grands livrables en beaucoup plus petits. Et là, on est capable de savoir quelle tâche qui bloque. C'est aussi la planification sprint vous permet de déléguer à vos membres de votre équipe et de savoir qui fait quoi. Parce que souvent, on dit, moi, je travaille sur la passation de marché sur mon dossier. L'autre personne, moi, je fais le suivi avec l'équipe technique sur le terrain. Mais quel est exactement, puis s'il y a des difficultés, s'il y a des barrières ou des blocages, vous allez être capable de pouvoir réagir et souvent en termes de gestionnaire ou décideur, vous allez pouvoir faire une action pour débloquer cette situation. Alors, planification sprint sur 2 semaines serait l'outil numéro 1 que je vous recommande. Bien, merci beaucoup. J'espère que ça répondait à votre question. Et aussi, une des questions, en fait, c'est souvent là, par un bias, comme on dit souvent, il voulait savoir quel était l'outil que toi, tu utilisais personnellement. Est-ce que tu as un outil, toi, que tu préfères parmi ceux que tu as présentés? J'en ai plusieurs, alors je vais corriger. J'adore la structure de découpage de projet. Dans la planification traditionnelle, je suis vraiment d'accord que d'utiliser, par exemple, un W Schedule Pro, je trouve seulement que c'est un outil extraordinaire pour pouvoir découper le projet. Mais en technique agile, j'adore utiliser Trello, qui est Trello, vous pouvez le voir en ligne. Vous pouvez même aller il y a une application, il y a une version gratuite. Vous pouvez, je pense, créer jusqu'à 50 tâches dans Trello. Et ça, j'adore ça parce que je trouve que ça nous permet, quand on est une équipe de travail, à dire, OK, ben Jonathan, il travaille sur la première tâche et exactement le cabane est virtuel. Et on peut vraiment, juste avec le clic de la souris, dire, OK, ben Jonathan est en train de le faire. Patricia, elle travaille sur une autre tâche. C'est en train d'avoir fait. Et quand c'est terminé, on peut le passer. Alors, on peut vraiment savoir qui fait quoi. Et ça, je trouve ça vraiment très bien pour le suivi et la délégation des tâches. Bien, merci beaucoup, Patricia. J'espère que ça répondait un peu à vos questions. Puis c'est très intéressant. En effet, on aime toujours savoir un peu ce que les gens utilisent. Ça nous incite toujours à utiliser. Et comme elle a expliqué, Mme Patricia, le logiciel Trello est disponible sur leur site web. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pour vérifier justement si ça répondrait à vos besoins. Écoute, le temps est presque écoulé. Je crois vraiment que tu as très bien expliqué. Il n'y a pas eu beaucoup de questions puisque tu avais quand même très bien expliqué les différents outils. Il y a beaucoup de choix disponibles, donc c'est vraiment à vous de décider qu'est-ce qui serait préférable. Et comme Patrick l'a expliqué, si le contenu vous intéressait, si vous voulez en avoir plus, si vous voulez vraiment
pousser plus sur ce sujet-là, on offre des formations. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web et à vous inscrire ou à nous contacter pour avoir plus d'informations sur les cours disponibles là, par rapport là, à ces outils-là qui vont être très utilisés dans le futur. Plus le temps avance, plus ces outils-là vont être requis, je vous dirais, même dans les différentes entreprises. Donc là-dessus, avant de terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Je voulais remercier tout le monde d'avoir été présent, puis je vous souhaite une très bonne journée, tout le monde. Merci. Merci encore à tous d'être venus. On espère vous voir dans nos séminaires où on fait de la mise en application des outils, c'est-à-dire des études de cas qui vous permettent de mieux les connaître. Alors, encore une fois, merci d'avoir été présent. J'espère que ça a été utile pour tous.